à la recherche du bilan stratégique organisationnel de François Hollande. Romain Pigenel, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais c'est un plaisir de vous recevoir, vraiment. Romain Pigenel, vous avez été directeur adjoint du service d'information du gouvernement. Absolument, en charge du numérique. En charge du numérique. Vous avez été conseiller de François Hollande. Absolument, voilà. Je ne peux rien vous cacher. Et donc on a un bilan qui est introuvable aujourd'hui. Oui. C'est étonnant quand même. Et c'est intéressant. Et c'est intéressant. Aidez-nous à comprendre un peu. C'est le point de départ un peu de ma réflexion. Pour la resituer, moi, d'où je parle, donc en tant que praticien de la communication, un peu manager de la communication pendant ces 5 années, j'ai été également en charge au début du quinquennat de la cellule de communication digitale à l'Élysée. Ce n'est pas une réflexion de chercheur en sciences de gestion, c'est une réflexion de praticien. Et pourquoi se poser cette question finalement? Parce qu'on pourrait se dire ces 5 années sont maintenant derrière nous, ont été remplacées par ce qu'on appelle le nouveau monde. Donc on pourrait se dire finalement pourquoi s'interroger? Pour 2 raisons. D'une part, je trouve moi que c'est effectivement quelque chose d'étonnant et de surprenant que ces 5 années étaient si vite oubliées et que finalement le bilan soit si compliqué à la fois à établir et à trouver. Et quand on regarde un peu l'offre même journalistique sur la question, on voit que dès la fin du quinquennat, c'était compliqué pour les journalistes d'arriver à établir ce bilan, de dire ce qui était bon, pas bon, etc. Et puis cette période-là, pour autant, même si elle est vite passée évidemment un peu à l'arrière-plan, elle a quand même produit 2 effets majeurs, qui sont d'abord un effet interne au camp politique qui était en place à ce moment-là, qui est aujourd'hui, on le voit, dans un état de désorganisation, un peu de doute, qui est quand même assez manifeste du point de vue historique. Et puis aussi parce que cette période, elle a eu comme principal effet politique à la fois de produire, je dirais, le président actuel en tant qu'homme, et puis également de produire les conditions qui lui ont permis d'arriver au pouvoir. Donc, pour cette raison, je pense que c'est important, à la fois, je dirais, pour les historiens, les gens des sciences humaines, et également, évidemment, pour les personnes qui sont plus militants politiques ou responsables à gauche, de se repencher sur ces 5 ans et d'essayer de faire ce travail qui finalement n'a pas été fait. Parce qu'on a eu 2 périodes successives. Il y a eu les 5 années au pouvoir où le bilan a été extrêmement discuté, mais de manière extrêmement antagonique, entre à la fois les pour et les contre, au sein même d'ailleurs du camp de pouvoir. On ne va pas rappeler le Hollande bashing, mais voilà, ça se concrétisait aussi. Là-dessus, je ne suis pas ici pour en faire l'avocat. On se doute bien que je serai plutôt en défense, évidemment, mais ce n'est pas l'objet. Donc il y a eu déjà cette période extrêmement disputée. Et puis aujourd'hui, on voit bien, y compris au sein de la famille politique concernée, qu'on est passé à l'extrême inverse, qui est de dire finalement, mettons ça sous le tapis, passons à la suite, on s'est assez disputé. Alors moi, je pense, ça doit être mes antécédents un peu d'intérêt pour la psychanalyse, entre autres, qu'on ne peut pas passer par-dessus ce genre de déni et qu'il faut à un moment se repencher sur ces années-là, encore une fois, non pas pour réouvrir des querelles ou dire c'est la faute aux uns, c'est la faute aux autres, mais pour comprendre ce qui s'est passé politiquement et ce qui a amené à la situation qui est aujourd'hui celle du pays, qui est peut-être d'ailleurs meilleure, on peut en discuter. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ce bilan, voilà. Aujourd'hui, introuvable, donc. Déjà, moi, si on le regarde, si on sort du déni, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, puisqu'on est ici pour parler de sciences de gestion et de management, et que moi-même, mes fonctions étaient effectivement plus proches de la communication, de la stratégie, de l'organisation de la communication, je ne serais pas ici. Vous avez dû avoir des moments difficiles quand même. Il y a eu des moments difficiles et surtout des moments parfois d'impuissance, où on est un peu dans la position du prophète des armées, où on voit arriver les soucis, on les prophétise, on avertit les principaux concernés, et puis après, on voit un peu que le train déroulait. Mais c'est intéressant, avec le recul, d'y réfléchir. Et moi, j'avais pris soin pendant toute cette période de tenir des notes, un journal de notes quotidien, un peu sur le mode mémorial, alors avec beaucoup évidemment de modestie, mais qui aujourd'hui fait un matériau que je réutiliserai d'une manière ou d'une autre. Et c'est intéressant de s'y replonger et de voir comment finalement il y avait toujours un côté, la répétition des mêmes erreurs, et des mêmes erreurs notamment organisationnelles. Alors, moi je pense qu'il y a déjà un premier problème qui se pose, qui est le démarrage. On le sait, sans enfiler les banalités, que dans toute aventure, qu'elle soit politique, entrepreneuriale, humaine, les premiers instants, les conditions de l'arrivée au pouvoir, on dirait l'autre, vont ensuite déterminer finalement ce qui va se passer pendant les 5 premières années. Et on a, de mon point de vue, et ça même en interne, on s'en est rendu compte assez vite, certains d'entre nous, un début qui est extrêmement problématique, parce qu'il va il va poser des conditions qui ensuite vont ne faire que se perpétuer pendant les 5 années. Le premier point, c'est, de mon point de vue, une mauvaise utilisation de ce qu'on appelle parfois l'état de grâce. En fait, il y a eu peu d'état de grâce quand on se replonge dans la période, puisque très très rapidement, finalement, il y a eu notamment une impatience et parfois une agressivité de la part de l'opposition, des médias, mais qui faisaient leur travail, qui s'est manifestée. Et il y a quelques mois qui passent, pendant, je dirais, la phase de mai, quasiment à la rentrée, où il ne se passe justement quasiment rien. Ouais. Donc on a un temps qui est peu utilisé, très très peu utilisé, et ceci étant lié, à mon avis, à une erreur d'analyse qui était peut-être la nôtre à l'époque, qui était de ne pas comprendre sur quel ressort on était arrivé justement au pouvoir. Alors ce qui est certain, et moi pour avoir fait auparavant d'autres campagnes politiques, y compris à gauche, c'est que si c'est une campagne gagnante, et de ce point de vue-là, je dirais, c'est elle qui a raison,
il n'y avait pas l'engouement populaire, ou en tout cas la mobilisation ou la mise en mouvement des corps sociaux d'habitude associés à la gauche. On peut penser évidemment aux classes populaires, aux jeunes des quartiers populaires, aux chercheurs, aux artistes. Il n'y avait de manière évidente pas la même effervescence qu'on avait pu voir pendant la campagne de Ségolène Royal. Alors évidemment, celle-ci avait perdu, donc on peut dire à quoi bon, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait une arrivée au pouvoir qui avait été conditionnée évidemment par le rejet du président sortant, par le rejet d'un certain type de gouvernance. Et si, il ne faut pas dire pour autant que c'était une victoire par défaut, parce que moi je ne le crois pas, il y avait en tout cas un soutien mesuré. Et il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup aussi d'observations un peu curieuses de ce qui allait se passer. Et comme finalement, cette observation, cette attente n'a pas été remplie par des résultats concrets assez vite, il y a eu très rapidement une déception et une série de fautes qui enclenchent ce que j'appelle le syndrome du piranha, c'est-à-dire que dès que vous avez montré que vous saignez, on vous attaque. Et, oui, bien sûr. Et ça commence très tôt, et après c'est un cycle imperturbable de coups de plus en plus durs qui vont être portés, qui affaiblissent les équipes, qui donnent de moins en moins de capital politique pour porter des réformes. À partir de là, vous êtes dans un engrenage qui est très compliqué. La deuxième erreur qui est faite, c'est de ne pas renouveler assez les figures du pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu en interne. Il y a eu, malgré tout, je disais que la campagne avait probablement trop peu associé à la société civile. Il y avait malgré tout des gens qui étaient arrivés aux côtés des gens qui étaient, j'aime pas l'expression de professionnels de la politique, mais en tout cas qui étaient des élus, même jeunes parfois, mais très très professionnalisés. Et ces personnes-là n'ont pas été suffisamment amenées au pouvoir. Et j'y reviendrai un peu plus tard, mais il est intéressant de ce point de vue-là que voir que Emmanuel Macron, lui, a pris grand soin justement d'essayer rapidement d'associer des figures de la société civile, là encore, j'aime pas ce mot-là qui veut tout et rien dire, mais en tout cas qui n'étaient pas strictement associés à la classe politique, et on ne fait pas cette chose-là. On se contente finalement de mettre des nouvelles têtes au sein du Parti socialiste, mais des nouvelles têtes du point de vue partidaire, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas encore été ministres, mais qui pour autant étaient visibles ou semi-visibles dans les médias depuis 15-20 ans et qui n'étaient pas suspects d'avoir fait autre chose que de la politique. Donc il n'y a pas l'idée que le changement arrive. Or, le changement était la promesse à la fois très, très vague et très floue, mais très forte, qui était portée par la campagne. Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est, et ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début, c'est ne pas utiliser ce temps-là pour donner des signes concrets et forts, justement, de changement. Il va y avoir un effet ciseau, c'est-à-dire que d'abord, on ne va pas faire passer rapidement des réformes compliquées politiquement, mais pour lesquelles on a vu l'assentiment populaire, et je pense au mariage pour tous, pour lesquelles on va attendre des mois, et après, ensuite, le processus va prendre des mois. Alors que typiquement, adossé finalement à la légitimité donnée par l'élection, on aurait pu faire passer ces réformes-là très vite, avec des modalités exceptionnelles. Vous pouvez considérer que la légitimité du vote était là. Et à contrario, il va y avoir toute une série de mesurettes qui étaient probablement dans l'idée justement de donner l'impression du changement sur la façon de faire le pouvoir. On se souvient de cette volonté, par exemple, de ne plus faire les voyages officiels en avion mais en train. Ça a vite été oublié, mais qu'est-ce qui se passe quand ce genre d'annonce est faite ? Eh bien, ça va retenir pendant des jours, parfois des semaines, l'attention médiatique, en donnant le sentiment finalement qu'il y a des petites têtes d'épingle qui sont changées, mais qu'on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Et quand vous mettez tous ces effets ensemble, vous mettez en place une espèce de système qui évidemment ne va pas expliquer les problèmes connus ensuite pendant l'ensemble des 5 ans. D'autres effets vont s'ajouter à ça, mais qui construisent une situation affaiblie et qui après vous force, et ça on l'a vraiment je crois vécu de l'intérieur, à toujours courir après l'actualité, courir après les attaques et à prendre les coups plutôt qu'être là à l'offensive. Absolument, absolument passionnant. On a évoqué le fait que le bilan est invisible. Voilà. On est dans aujourd'hui, on a le sentiment d'être dans une suractivité, voilà, d'un président omniprésent qui, des ordonnances, enfin voilà, est contesté. Pendant ce quinquennat, vous, en tant que directeur adjoint du service d'information du gouvernement, vous allez entreprendre des choses. Vous allez entreprendre d'essayer de porter la culture, de renouer avec la culture populaire. Je pense à Game of Thrones, par exemple. Une campagne que vous avez menée, vous allez vous charger du e-sport, vous allez essayer de matérialiser, de donner une chair à ce contenu. Vous avez évoqué le fait que vous n'alliez pas être là pour critiquer. Et en même temps, vous allez prendre Cahuzac. En même temps, vous allez prendre les attentats, le Bataclan, etc. Comment on vit ça quand on s'appelle Romain Pigenel ? Voilà, je vous pose directement la question. Monsieur ou Madame conseiller X. Il y a plusieurs questions et je vais essayer d'y répondre sans en oublier aucune. Je n'ai pas pris de note, j'aurais peut-être dû. D'abord, bilan illisible, je dirais plutôt un bilan, ou un bilan invisible, je dirais plutôt un bilan illisible, enfin peu lisible ou compliqué à lire. C'est-à-dire qu'il ne va pas à l'élection et... Alors ça, c'est un élément déterminant. C'est-à-dire que, je parlais d'effet ciseau, il y a un deuxième effet ciseau, c'est d'abord le fait que François Hollande ne se représente pas à l'élection, donc il va mettre en place les conditions, il ne va justement pas mettre en place les conditions qui permettraient de porter un bilan politique devant ce qui lui donne à la fois sa légitimité et son jugement final, qui est le vote populaire. Donc déjà, cette non-représentation
va finalement produire cet effet-là. Peut-être que si François Hollande était allé jusqu'au bout, ce que moi et un certain nombre d'autres ont souhaité, et on pensait que c'était souhaitable pour différentes raisons, peut-être qu'aujourd'hui on ne serait pas en cette situation. Et puis il y a un deuxième, et ça c'est le deuxième ciseau, deuxième lame des ciseaux, qui est que le président qui va être élu est quelqu'un qui, à la fois, c'est le paradoxe, un total produit du quinquennat, à la fois du point de vue des équipes et du point de vue des effets politiques, et qui en même temps a tout intérêt à le faire oublier. Absolument. Donc ça, c'est effectivement ce qui va qui va invisibiliser finalement ce bilan, qui par ailleurs existe, dont on peut discuter, mais qui, parce que d'abord il n'a pas été raconté ou mal raconté pendant qu'il avait lieu, parce qu'il n'a pas subi ensuite le jugement d'une campagne, et parce que la personne qui a hérité avait tout intérêt à le passer justement sous le boisseau, parce qu'elle était aussi responsable elle-même, en bien ou en mal de ce bilan-là, il est aujourd'hui peu visible. Sur l'actuel président, moi, il y a un point qui me semble extrêmement intéressant, c'est que je remarque que point par point, il a fait, pendant les premiers mois et aujourd'hui, le contre-pied exact de ce qu'avait fait François Hollande. Et je pense, des souvenirs que je peux avoir de la personne en question, des moments traversés ensemble, qu'il était lui-même dans la position que j'ai décrite, qui était celle de beaucoup de personnes, c'est-à-dire témoin de ce qui se passait, témoin, alors impuissant, probablement moins impuissant que moi, parce qu'il était effectivement à des positions plus importantes, mais je suis à peu près certain qu'il a eu cette manière de faire, de regarder au jour le jour ce qui se passait et d'en prendre une leçon d'antipolitique d'un certain point de vue. Et ce qui me semble intéressant du point de vue de la pratique du pouvoir, de l'organisation des hommes, de la communication, c'est qu'on a en fait un double effet de miroir. Vous avez d'abord un pouvoir hollandais qui se construit en prenant vraiment le contre-pied de ce qu'avait été Nicolas Sarkozy, et parfois en faisant des erreurs, et en allant chercher un contre-pied systématique là où, notamment sur des questions de rapport aux médias, il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire radicalement différemment. Et aujourd'hui, vous avez à la fois à nouveau un contre-pied. Et ce qui explique pourquoi il y a ce discours qu'on entend un peu monter en ce moment, et qui n'est pas entièrement faux, qui dit que par certains aspects, Emmanuel Macron rappelle Nicolas Sarkozy. Moi, il est assez évident, notamment pour l'avoir vécu de l'intérieur, parce que c'était une volonté qui était parfois explicite, qu'il y a eu une inversion du sarkozysme et qui aujourd'hui a été suivie par une inversion du hollandisme. D'où cette impression finalement de revenir à des formes de rapport aux médias, des formes de pouvoir parfois un peu rudes, qu'on avait déjà auparavant vues dans un autre contexte politique. Est-ce que finalement, paradoxalement, François Hollande n'aurait pas réussi à être exemplaire, exemplaire au sens à s'imposer comme une figure voilà, de l'action collective vous avez dit tout à l'heure, on a pris des coups sans arrêt. Enfin voilà, est-ce que c'est pas ça l'échec moi, je pense que c'est un homme qui était peut-être en avance finalement sur son temps, ou en retard, on peut en discuter, et qui accordait une confiance sincère et peut-être excessive à la force de la discussion collective et du compromis. Et qui peut-être pensait à la fois, je dirais, ça c'est le point positif, la démocratie française plus mature qu'elle ne l'était, et en même temps, ça c'est le point négatif, il n'avait pas peut-être pris la mesure de l'époque qu'on traversait. Pour moi, la situation en 2012, elle est guère différente de 2017. Et je pense que déjà, finalement, il y avait une espèce d'impatience générale qui attendait une forme de pouvoir peut-être un peu césariste, alors pas avec les excès qu'on a vus auparavant, mais qui ferait bouclier par rapport à la mondialisation, qui donnerait le sentiment, c'est métaphore qui va ce qu'il valent, mais qui a un capitaine à la proue du navire, etc. Et moi, j'ai toujours pensé, c'est un débat que j'ai pu avoir avec certains, que ce qui avait été rejeté de la part de Nicolas Sarkozy, c'était pas tant la volonté d'être efficace, volontariste, c'était une forme parfois de grossièreté, il faut le dire, et puis aussi le fait de faire du volontarisme, mais sans effet. Et je pense que c'est un des problèmes dans la conception de la présidence normale, puisque une des quelques aspects du pouvoir qui était théorisé par François Hollande, c'était la présidence normale. Et je crois que là-dessus, il y a eu une mauvaise compréhension par rapport à ce qu'attendaient les gens. Et en tout état de cause, après, est-ce que c'est bien ou mal ? Moi, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais je ne pense pas que la démocratie en France, ou le moment historique qu'on traversait, était prêt à avoir une pratique telle que l'entendait François Hollande, c'est-à-dire extrêmement concertée, extrêmement, comment dirais-je, d'une démocratie plus poussée. Avec un deuxième paradoxe, qui est que, et ça repose aussi sur les convictions honorables de l'homme François Hollande, je pense qu'il faisait plus confiance à une démocratie de corps intermédiaire qu'à une démocratie un peu plus directe. Et moi, il y a un fait qui m'a là-dessus beaucoup frappé dès le début, c'était qu'un des premiers actes de François Hollande a été de remettre en jambes, si j'ose dire, le CESE, donc le Conseil économique et social, contre lequel je n'ai absolument rien, ni pour d'ailleurs, et ça traduisait, puisque certains de ses premiers grands discours ont été faits au CESE, son président a été remis en jambes sur beaucoup de sujets, et c'était intéressant. Et moi, j'en parlais avec mon équipe à l'époque, c'était une équipe de gens jeunes qui avaient fait la campagne, qui ne comprenaient pas cet état de fait. Ils disaient, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas consulter directement les gens par voie référendaire ou par voie électronique, puisque, on en parlait, j'avais aussi en charge des problématiques de communication numérique, et c'est des choses qui sont possibles, parce que je pense qu'il y avait là une volonté réelle, peut-être une forme de méfiance par rapport au contact direct avec la population, en dehors des élections,
et une volonté de remettre en place une démocratie de corps intermédiaire. Or, probablement que ce n'était, alors je ne sais pas si c'est parfois le bon moment, mais c'était probablement pas le bon moment à cet épisode-là, je dirais, de l'histoire du pays. Un bilan qui reste à faire, que nous venons d'entamer et que nous poursuivrons peut-être. En tout cas, on invite à se saisir de cette question parce qu'effectivement, le déni n'est jamais la bonne solution. Absolument. Merci Romain Pigenel. Merci.